J'imagine que beaucoup d'arbitres vont être un petit peu, je pense que ça va s'accompagner d'une nouvelle catégorie d'arbitres qui va émerger, ça c'est très simple. Je pense que l'arbitrage a besoin d'un renouvellement des générations et aussi de plus de diversité, donc ça va aller avec la nomination de plus en plus d'arbitres de nouvelles régions, notamment africaines, la nomination de plus en plus d'arbitres qui n'ont pas d'expérience, qui seront à leur première expérience et qui du coup acceptent un montant honoraire moins élevé, mais rappelez-vous, c'est une procédure qui doit être conclue dans les 6 mois. Donc finalement, si l'arbitre finit ce dossier dans 6 mois, il peut en avoir 2 dans l'année. C'est une manière, j'entends pas, je ne dis pas que ça compenserait complètement la perte de l'horaire, mais ça reste une manière de s'assurer qu'en termes de revenus, il n'y a pas de perte de revenus pour les arbitres qui seraient concernés par cette catégorie de dossiers. D'accord? Parce que finalement, s'il conclut le dossier comme il est conclu au règlement dans les 6 mois, il est en mesure d'en accepter au moins 2 dans la même année. Voire plus. Pour ce qui est de la chronologie, donc des étapes d'un dossier sous la nouvelle procédure. Les étapes précédentes, je l'ai dit tout à l'heure, restent. On va avoir le dépôt du règlement d'arbitrage pour déclencher l'arbitrage auprès du secrétariat de la Cour. Ensuite, le secrétariat va fixer ce qu'on appelle une avance sur provision qui existe déjà dans le règlement standard, qui doit être payée par la partie demanderesse afin de financer le travail du tribunal arbitral, donc dans le règlement standard jusqu'à l'établissement d'acte de mission, dans le règlement procédure accélérée jusqu'à la conférence de gestion de la procédure probablement. On est en train de travailler en interne à la Cour, puisque c'est assez récent comme changement, sur les étapes qui vont déclencher la possibilité pour les arbitres de recevoir des avances sur honoraires et qui vont correspondre en fait aussi aux étapes pour lesquelles on va appeler les fonds des parties, puisqu'on appelle toujours les fonds des parties par palier pour éviter d'appeler des montants trop importants d'un seul coup. Donc, les parties vont provisionner une avance sur provision qui sera calculée sur le montant de la demande principale lorsqu'elle sera identifiée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, les parties vont être invitées à commenter sur la procédure accélérée et seulement après avoir reçu les commentaires des parties, le secrétariat de la Cour donc, attendra d'avoir la réponse à la demande d'arbitrage pour voir s'il y a d'éventuelles demandes conventionnelles et une nouvelle quantification qui, du coup, par exemple, moi j'ai une demande principale à 1 million, mais une demande conventionnelle à 2 millions. Je sors du champ d'application de mon règlement de procédure accélérée, excusez-moi. L'idée est donc d'attendre de recevoir la réponse à la demande d'arbitrage pour déterminer si oui ou non le règlement s'applique naturellement. Donc seulement après avoir reçu la réponse à la demande d'arbitrage, le secrétariat soit le tribunal notifiera aux parties l'application du règlement et en cas d'objection ou en cas de suspicion de procédure qui serait adaptée à cette procédure, la Cour serait amenée à prendre une décision sur l'application ou non du règlement. Il y a une question qui se pose par rapport à ce règlement d'arbitrage accéléré, qui est celle des parties intervenantes. Aujourd'hui, à la CCI, quand vous avez une procédure d'arbitrage, elle peut impliquer plus qu'un simple demandeur et une partie défenderesse. Toute partie peut demander l'intervention forcée et non volontaire d'une partie additionnelle, tant que le tribunal n'est pas constitué. La même caractéristique va être transposée dans le règlement d'arbitrage accéléré, donc il y aura toujours la possibilité, donc par exemple, en tant que défendeur, vous recevez la demande d'arbitrage, vous vous dites, non mais attention, moi, on oriente des demandes contre moi, j'ai une demande conventionnelle, et en plus de la société demanderesse, je voudrais attaquer la société mère de la demanderesse. Je veux faire intervenir cette société à l'arbitrage. Aujourd'hui, le défendeur peut le faire en ayant recours à l'article 7 du règlement, et en demandant au secrétariat d'accord, tout simplement en déposant l'équivalent d'une requête d'arbitrage, mais qui sera une requête en intervention. Le secrétariat d'accord la notifie, la partie intervenante arrive. Qu'est-ce que ça change pour le règlement de la procédure accélérée? La partie intervenante peut, à son tour, avoir des demandes à l'encontre de l'une ou l'autre des parties. Et ces demandes vont être quantifiées également. Et la quantification de ces demandes peut nous faire sortir du champ d'application de notre règlement accéléré. Donc là encore, avant de constituer son tribunal arbitral, la Cour va devoir s'assurer qu'aucune des parties n'entend faire intervenir une partie nouvelle. Et si une partie nouvelle intervient, que cette partie nouvelle, dans les demandes qu'elle va formuler, ne va pas faire sortir le dossier du champ d'application de la procédure accélérée, ou, même si ces demandes ne feront pas sortir du champ, n'aurait pas d'objection éventuelle à l'application de la procédure accélérée. Et si objection il y a, là encore, la Cour va trancher. Donc il faut garder en tête qu'il y a toujours un petit peu le spectre de la partie intervenante. C'est pour ça que le secrétariat de la Cour va en fait, dans ces nouvelles procédures, comme on le fait aujourd'hui déjà, mais dans un autre cadre, inviter les parties avant de nommer l'arbitre en leur disant « nous sommes prêts à nommer un arbitre, vous devez garder en tête les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du règlement. Si dans les 7 jours, vous ne nous indiquez pas que vous avez l'intention de faire intervenir une partie supplémentaire, nous allons avancer
et nommer un arbitre. Je m'arrêterai là, je ne parlerai pas des jonctions d'arbitre. Je voudrais juste, avant que, je pense qu'on va pouvoir entrer dans les détails de la procédure accélérée dans la discussion, mais je voudrais juste soulever pour vous un point sur la nomination de l'arbitre qui est important et qui fera partie de nos discussions, qui est celui-ci. Quand vous, aujourd'hui, en tant qu'avocat, vous rédigez un contrat pour un de vos clients, vous introduisez une clause d'arbitrage CCI, j'espère. Et dans cette clause d'arbitrage CCI, vous indiquez qu'en cas de litige entre les parties, le litige sera résolu sous le règlement CCI par 3 arbitres. Cette disposition, en principe, est impérative pour la Cour. Jusqu'à présent, lorsqu'une demande d'arbitrage était introduite avec une clause d'arbitrage qui prévoyait 3 arbitres, sauf accord contraire des parties, le secrétariat et la Cour mettaient systématiquement en œuvre cette demande de nomination de 3 arbitres. Dans cette procédure, je vous l'ai dit, le principe sera la nomination d'un arbitre unique. Et la Cour, dans le règlement de la procédure accélérée, a prévu une disposition spéciale qui a été très contestée, il faut le dire, dans la communauté arbitrale, qui dit que si jamais, dans le cas de contradiction entre le règlement d'arbitrage de la procédure accélérée et la convention d'arbitrage des parties, le règlement primera. Et l'idée derrière cette disposition, c'est de dire que si jamais les parties prévoient, et c'est prévu spécifiquement dans la partie 6 au règlement, à l'article 2, je crois, que si jamais les parties prévoient 3 arbitres, en acceptant le règlement d'arbitrage CCI, elles acceptent la procédure accélérée, et donc elles acceptent le pouvoir de la Cour de fixer, de soumettre le litige à un arbitre. Ça a été très contesté. Pourquoi? Parce que la question va se poser de savoir si une sentence rendue par un tribunal arbitral qui a été constituée finalement, dans le principe en tout cas, on peut en discuter, en contravention de la convention d'arbitrage des parties, survivra devant les juges nationaux et on en parlera tout à l'heure. Donc je tenais à soulever ce point auprès de vous, et sur ce point-là, et si je vous demanderais de regarder la diapositive pour ça, ce qui est intéressant et ce qui a amené la Cour à prendre cette décision, c'est une analyse statistique des dossiers qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la Cour, dans son histoire, a amené à plus de, je sais qu'on va être à 22 400 dossiers ou 22 500 dans l'histoire de la Cour CCI, ce qui est énorme. C'est une institution qui gère un volume absolument incroyable de dossiers d'arbitrage. Sur ces 22 500 dossiers, au cours des dernières années, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, dans nos dossiers où les montants de litiges sont inférieurs à 2 millions de dollars, il est extrêmement rare, c'est vraiment l'exception de soumettre ces litiges-là à 3 arbitres. C'est-à-dire que même quand les conventions d'arbitrage prévoient initialement 3 arbitres, quand l'arbitrage est introduit, souvent les parties se mettent d'accord pour un seul arbitre. Pourquoi? Parce qu'en fait, 3 arbitres, c'est très bien, chacun a l'impression d'être représenté, que ses intérêts sont bien représentés, mais 3 arbitres, ça coûte plus cher. Il faut vous multiplier par 3 les honoraires. Et donc, pour un montant litige à moins de 2 millions de dollars, peut-être que le rapport qualité-résultat n'est pas forcément en faveur du choix de 3 arbitres, mais peut-être d'un seul arbitre dans l'esprit des parties. Et on constate notamment entre 2014, 2015 et 2016 que finalement seulement 25% de ces procédures à moins de 2 millions de dollars ont été soumises à des tribunaux arbitraux de 3 membres. Ce qui explique que la Cour était assez à l'aise pour arriver à l'idée qu'on pouvait partir sur le principe que ce seraient des procédures gérées uniquement par un arbitre unique. Dernier mot, Moustapha, si tu le permets, ce sera pour la sentence arbitrale de l'arbitre et je m'arrêterai là, c'est le dernier. Je sais que vous avez été très attentifs et je vous remercie et très patient. Le dernier mot sur la sentence. Cette sentence arbitrale de l'arbitre unique nommé dans la procédure accélérée devra intervenir dans un délai de 6 mois, je vous l'ai dit tout à l'heure, à compter de la conférence de gestion de la procédure. Mais la réalité, et c'est très important pour les arbitres de le comprendre, c'est que cette procédure, en fait, cette sentence, en fait, elle est soumise, comme toute sentence CCI, à l'examen de la Cour. Donc chaque sentence que nous recevons est, avant d'être notifiée aux parties, examinée par le secrétariat de la Cour et la Cour. On fait un certain nombre de commentaires aux tribunaux arbitraux qui les prennent en compte pour améliorer la qualité de leur sentence. Ce processus d'examen prend aujourd'hui entre 3 à 4 semaines en moyenne. L'idée va être que la Cour va devoir réduire son délai d'examen, mais que cet examen aura toujours lieu dans la procédure accélérée. Donc pour tenir le délai de 6 mois de notification d'une sentence aux parties, il va falloir en réalité que l'arbitre communique sa sentence au secrétariat dans les 5 mois, parce qu'il faudra 1 mois pour le processus d'examen, et vous allez voir là, quand la Cour reçoit une sentence, elle va l'examiner, je vous ai dit il faut 2 à 3 semaines, et si jamais l'arbitre est en retard pour soumettre sa sentence, en fait la Cour va appliquer des réductions de ses honoraires
en fonction du délai de retard. Et ça, c'est une mesure qui a été mise en œuvre à compter du début 2016 qui visait en fait à essayer de réduire les délais et aussi servir d'incentive pour les arbitres et les parties pour résoudre les litiges un peu plus rapidement, puisqu'il y avait beaucoup de critiques sur les délais des procédures arbitrales qui aujourd'hui sont entre 18 et 24 mois au total pour leur pays. Donc, lorsque le projet d'examen de sentence du tribunal est soumis au-delà des 6 mois jusqu'à 7 mois, la Cour envisage des réductions d'honoraires jusqu'à 5 à 10%. Lorsqu'on est à une sentence qui est reçue par le secrétariat de la Cour à plus de 9 mois après la conférence de gestion de la procédure, la réduction d'honoraires décidée par la Cour peut aller jusqu'à entre 10 à 20%, et au-delà de 10 mois, la Cour peut décider de réduire les honoraires de l'arbitre de plus de 20%. Donc là encore, l'idée n'est pas, il faut garder en tête que l'idée n'est absolument pas d'être dans une logique de punition, mais plus de motivation d'incentive avant de recevoir le projet de sentence. Les règles de sanction s'appliquent également au secrétariat de la Cour, donc nous aussi on a cette même pression. Si l'examen de la sentence ne se fait pas dans le délai annoncé pour la procédure accélérée qui sera de 2 à 3 semaines, les honoraires, et qu'il n'y a pas de circonstances particulières, vous le voyez à l'écran, les frais administratifs de la CCI, qui va essayer, qu'on va tous, le secrétariat, partie, arbitre, essayer de rencontrer pas nos obstacles dont on va parler maintenant dans la vie de l'arbitrage. Je m'arrêterai là et on va pouvoir passer à la discussion. Est-ce qu'aujourd'hui, je m'adresse d'abord à Patricia, en tant que conseil, pensez-vous qu'il y a un réel besoin en ce qui concerne la procédure accélérée? Si vous me demandez lequel, on reviendra également vers Laurence, si vous permettez, pour que vous puissiez également nous livrer votre expérience sur ces aspects-là. Donc, c'est ma question. Est-ce que pensez-vous que la procédure accélérée répond à un besoin et si vous le faites? Patricia. Bon, merci beaucoup Mustapha, et je tiens tout d'abord à remercier M. le bâtonnier du syndicat et la CCI pour cette invitation d'intervenir ce matin. Alors, pour répondre à la question, je crois que cette initiative de la part de la CCI répond à un besoin réel, d'une part, du côté des utilisateurs de l'arbitrage international, et d'autre part, le besoin de la CCI en tant qu'institution arbitrale. Et je pense qu'il n'est pas inintéressant de tracer un petit peu l'historique de ce genre d'initiative, de créer des procédures un peu allégées. Et ça a commencé au sein de la CCI en 2001, quand ils ont créé un groupe de travail qui a produit en 2003 un guide on small claims, ou un guide pour les réclamations pour les faibles montants, où M. le bâtonnier a utilisé l'expression des affaires mineures. Et enfin, en 2012, quand il y a eu la dernière très grande révision du règlement de la CCI, la question a été soulevée de savoir s'il fallait à ce moment-là introduire une procédure accélérée. Et en 2012, la décision était de ne pas introduire une procédure, mais la CCI a décidé de quand même introduire 2 éléments très importants dans le règlement de la CCI. La première était cette conférence sur la gestion de la procédure que Yamana a évoquée tout à l'heure, et également une appendice 4 sur les techniques de gestion de la procédure qui peuvent réduire la durée des procédures et les coûts, afin de souligner une partie qu'il existe des outils qui peuvent rendre l'arbitrage plus efficace et moins coûteuse. Mais il n'y avait rien d'obligatoire qui a été introduit en 2012, et entre-temps, il y a d'autres institutions institutionnelles telles que le centre de Hong Kong, le centre à Stockholm, les Swiss Rules,
le centre à Singapour qui ont introduit les procédures accélérées. Et je pense que dans le cadre de cette concurrence croissante entre les institutions arbitrales pour attraper des parts de marché, je pense que la CCI a très très bien réagi en introduisant cette procédure. Diamana a évoqué tout à l'heure les procédures d'arbitre d'urgence qui permet à une partie de demander la nomination d'un arbitre unique avant la constitution du tribunal arbitral pour ordonner des mesures conservatoires. Alors je me souviens, ça a commencé surtout avec l'introduction de ce genre de procédure en 2010. La CCI a suivi en 2012 et maintenant c'est difficile de trouver un règlement d'arbitrage qui n'a pas la procédure d'arbitre d'urgence. Donc je pense que ce sont des tendances et cette initiative peut être insérée dans une tendance et on va avoir ça dans de plus en plus de règlements. Et si je peux me permettre, je crois que depuis l'introduction en 1999 des règles sur l'administration de la preuve par le International Bar Association, le IBA, je pense qu'il y a une tendance dans l'arbitrage international pour les parties d'adopter assez facilement, je dirais presque systématiquement, les éléments de l'administration de la preuve qui sont assez lourds et qui coûtent cher, c'est-à-dire la production de documents, des témoignages, des rapports, des experts, des parties, de cross-examination. Et ce n'est pas toujours nécessaire. Et c'est très coûteux, non seulement en termes de l'horaire d'avocat et d'arbitre, mais c'est également assez lourd pour les parties. Ça prend beaucoup de temps de la part des dirigeants, des sociétés, et je pense que l'arbitrage peut et devrait être adapté aux besoins du cas spécifique. Et il faut essayer de trouver un juste équilibre entre la qualité, la durée et le coût. Et avec cette procédure accélérée, je pense qu'on peut voir un transfert de la responsabilité décisionnelle vers l'arbitre. Parce que une fois qu'un litige est né, c'est assez difficile pour les parties de coopérer quand il s'agit d'alléger la procédure. Ça peut être pour une question de stratégie, ça peut être parce qu'une partie ne veut pas prendre la responsabilité, en fait, de ne pas demander la production de pièces si jamais ces parties perdent, ils vont peut-être regretter. Et donc, maintenant, ce règlement donne une discrétion à l'arbitre, en fait, de trancher sur ces questions de procédure. Et si je peux me permettre, Mustafa, je voudrais juste mentionner un secteur en particulier où je crois que la procédure peut être intéressante. La CCI a lancé un groupe de travail en 2014 sur l'arbitrage et les institutions financières. Et ce groupe de travail vient d'émettre un rapport qui est très très intéressant, qui est disponible sur le site de la CCI. J'ai fait partie de ce groupe de travail et une chose que nous avons fait était d'interviewer une cinquantaine de banques. Et comme vous le savez peut-être, les banques en général préfèrent aller devant les tribunaux étatiques. Et parmi d'autres raisons, beaucoup de banques nous ont dit qu'ils préféraient les tribunaux étatiques, surtout de New York et Londres, à cause de la procédure de summary judgment, qui est une procédure accélérée qui permet en fait de sauter cette étape qui est très très lourde de discovery, production de documents et témoignages et tout qui font partie du procès dans le monde du common law. Et je pense que cette procédure accélérée est très intéressante, effectivement, pour les institutions financières. Si vous prenez l'exemple d'un prêt et il y a un dépôt de paiement, c'est un litige qui est assez simple. Et donc, je pense qu'on va peut-être voir
une nouvelle perception de la part des banques de l'arbitrage international. Merci. Merci Patricia. Ce qui pose, à mon avis, des enjeux financiers. Alors, moi j'ai une noté opt-out et opt-in. Qu'est-ce qui justifie que des clauses soient opt-out ou opt-in? Est-ce que c'est des enjeux financiers simplement, ou bien est-ce qu'il y a d'autres critères financiers qui empêchent? Laurence. Et on a simplement rajouté dans ce règlement une partie dédiée à une procédure qui pourrait être accélérée. Donc, je crois que ça couvre effectivement deux aspects tout à fait différents et une panoplie auxquels justement les rédacteurs de contrats étaient confrontés au moment de la rédaction de la clause d'arbitrage. Et derrière, il y a effectivement des enjeux financiers. Vous savez que la difficulté majeure dans la rédaction des clauses d'arbitrage, c'est qu'elles sont écrites en amont du litige, très en amont du litige, à un moment où on sait qu'économiquement aujourd'hui c'est difficile d'obtenir des contrats. Donc c'est ce qu'on appelle la clause de minuit, celle que l'on fait la dernière après avoir négocié tout le contrat, et on est tellement content d'avoir obtenu le contrat, d'avoir signé un nouveau contrat que la clause de règlement des litiges, nous avocats, on est bien obligés de se battre pour qu'elle soit à peu près convenable, mais on se rend compte quand on a donné des modèles et que le contrat signé nous revient que souvent elles ne sont pas très respectueuses de ce que l'on a suggéré, et c'est peut-être aussi pour nous un nid de nouvelles affaires. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans la clause d'arbitrage, on ne sait pas, quand on va la rédiger, quel type de litige va arriver en aval. Et donc, nous, ce que l'on préconise toujours, les spécialistes de l'arbitrage, c'est de rédiger une clause le plus large possible, la plus large possible, pour qu'elle puisse s'adapter à tout type de litige quand ils surviendront 1 an, 2 ans, quelquefois 10 ans, après la conclusion du contrat. Ce qui est intéressant, je crois, justement, dans ce règlement de la CCI, c'est que, même si ça pose des problèmes que nous viendrons discuter plus tard, c'est qu'on va peut-être avoir des clauses plus simples, où on aura peut-être besoin de dire encore moins que ce que l'on disait, puisque vous savez que l'avantage de l'arbitrage institutionnel par rapport à l'arbitrage ad hoc, c'est précisément qu'il y a une référence à un règlement qui est adopté par les parties quand il y est fait référence dans la clause d'arbitrage, et que par conséquent, on a besoin d'en dire moins, puisque le règlement dit déjà tout. Donc l'essentiel étant que l'on se réfère au règlement d'arbitrage. Ce qui est intéressant alors, c'est qu'on n'a plus finalement besoin de se poser trop la question de savoir quel type de litige va intervenir et comment s'adapter pour le prévoir dans la clause, puisque déjà, en faisant mention du règlement de la CCI, on aura déjà à l'intérieur du règlement 2 options, si j'ose dire, une option pour des litiges importants et une option pour des litiges qui le sont moins. Moi, je trouve que de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Ce que je pourrais rajouter, d'ailleurs, je dois, parce que je n'ai pas parlé autant que Patricia. Ce que je trouve extrêmement intéressant, et pour être dans un cabinet qui est une structure de niche dédiée à ce règlement des litiges internationaux, et notamment à l'arbitrage, nous gérons des affaires souvent plus petites que les grands cabinets, en particulier les grands cabinets anglo-saxons, qui quelquefois nous renvoient des affaires vers nous parce que justement on a des horaires moins élevés tout simplement, et que du coup c'est plus abordable pour des petits litiges. Et ces petits litiges, c'est extrêmement important parce que ce sont des PME. Je lisais hier, pour ne rien vous cacher dans l'avion, toute une étude sur le fait que la nouvelle génération, qui sort de nos grandes écoles et de polytechniques et de ces écoles où on formait pour aller dans la fonction publique, tous ces jeunes ne sont plus du tout intéressés par la fonction publique, ils sont intéressés par l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus valorisant, finalement, c'est pas tant d'avoir fait une carrière dans l'administration, mais peut-être plus d'avoir lancé une start-up.
Et j'imagine que ce qui est vrai chez nous est vrai chez vous, et que la nouvelle génération va vouloir développer des nouveaux business, des nouvelles start-up, des PME qui vont générer des affaires et qui ne seront pas des affaires de l'exploitation d'une mine d'or. Ce sera des petites affaires et à ce moment-là, je crois que effectivement, le règlement tel qu'il a évolué par cette procédure accélérée répond effectivement à un besoin. Merci. Merci. Vous avez eu le temps nécessaire pour dire ce que vous avez dit. C'est parfait. Alors, justement, ça nous a mené. C'est pour ça que je disais que j'ai le sentiment, en lisant ce règlement, qu'il est fait un peu pour l'Afrique, à cause de justement ce que vous venez de dire, madame. Ceci étant, moi, en écoutant Yamana, j'avais noté un certain nombre de choses. J'ai noté que dans la procédure de règlement accéléré, le tribunal arbitral est constitué d'un arbitre unique. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Alors, maintenant, moi, j'ai un certain nombre de questions par rapport à ça. Dans quelles circonstances pensez-vous que nous avons la possibilité, parce que quelque part également, il est dit que si l'arbitre unique se rend compte de la complexité de l'affaire, ou en tout cas si un certain nombre de conditions ou des critères que vous avez énumérés n'ont pas été remplis, la Cour peut, je parle de manière générique de la Cour, peut décider de renvoyer finalement l'affaire à la procédure ordinaire standard. Donc, la question que je voudrais poser aux spécialistes que vous êtes, je ne commencerai pas vous si vous êtes d'accord avec ça, c'est celle-ci. Dans quelles circonstances envisagez-vous la possibilité pour un arbitre public d'alerter la Cour pendant la procédure accélérée, bien, et sur la complexité de l'affaire, qui nécessiterait que l'on retourne à la procédure d'arbitrage standard, notamment dans le but, par exemple, d'assurer une rémunération adéquate de l'arbitre, parce que j'ai compris que, en fonction des enjeux, la rémunération de l'arbitre dépend des enjeux. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Parfait. Merci. Merci, Mustapha. Je ne suis pas sûre que l'arbitre devrait être motivé par le montant de ses honoraires, mais bon, j'imagine que ça va appliquer en pratique. En réfléchissant sur ces questions, moi je vois 5 situations où je pense que l'arbitre peut être amené à demander à la Cour, à la CCI, de mettre fin à la procédure accélérée et de mettre l'arbitrage sur la voie normale. Laurence a peut-être d'autres idées. Mais pour moi, ça peut arriver dans le cas où une partie présente une nouvelle demande au tribunal arbitral après la constitution du tribunal. Diamana a expliqué tout à l'heure que sous la procédure accélérée, une partie a jusqu'à la constitution du tribunal de présenter des nouvelles demandes. Dans la procédure ordinaire, c'est jusqu'à la signature de la commission. Mais si l'arbitre est présenté avec une nouvelle demande et l'arbitre pense qu'il y a un vrai besoin d'entendre cette demande et en même temps que les autres demandes qui sont devant le tribunal, afin d'éviter une procédure parallèle avec le risque de décision contradictoire, et ça va rendre l'affaire beaucoup plus complexe et augmenter le montant en jeu. Je pense que ça serait une bonne raison de demander à la Cour de mettre l'arbitrage sur la voie ordinaire. Deuxième exemple, c'est lorsque les estimations de la valeur de demandes non quantifiées, Diana nous a expliqué avec les... C'est important pour l'arbitre de réagir par rapport à ces situations que vient d'évoquer Patricia, parce que, vous l'avez compris, dans la procédure accélérée, l'arbitre est comptable de son temps. Il l'est dans l'arbitrage d'une façon générale, mais encore plus dans l'arbitrage accéléré. Il sait très bien qu'il va devoir être dans ces délais-là.
Alors Patricia a évoqué des choses très sérieuses, moi vous avez compris, je suis un peu la fantaisiste du panel. Alors moi je pense qu'il y a aussi une situation bien différente qui est le comportement des partis. Nous, arbitres, nous avons bien l'habitude de voir des situations dans lesquelles il y a soit des mesures dilatoires, soit un comportement des conseils qui font tout pour complexifier l'affaire. C'est dilatoire ou on soulève des procédures, alors il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect aussi complication des relations entre le conseil et la partie. On sait très bien que nous, conseil, quand on est conseil, eh bien, on peut faire ce qu'on veut, mais si on n'a pas d'instruction de son client, on ne peut rien faire. Donc, c'est extrêmement important aussi que la partie joue le jeu avec le conseil. On a beaucoup dit de l'arbitrage, et c'est pour cela, Patricia l'a répété tout à l'heure, qu'on va vers des procédures accélérées. On a dit de l'arbitrage qu'il était devenu trop complexe, qu'il était devenu trop long, et qu'il y avait une certaine judiciarisation de l'arbitrage, et que c'était la raison pour laquelle on était dans un phénomène de contestation de l'arbitrage. Donc tous ces éléments d'accélération, que ce soit la pression qu'on met sur les arbitres pour rendre leur sentence, le fait qu'ils doivent motiver quand ils demandent un délai supplémentaire, ou le fait qu'on impose des procédures accélérées, montre qu'on va quand même vers une volonté de réduire les choses. Mais quand on a fait une étude justement sur les causes de cet allongement des procédures et de l'augmentation des coûts, on s'est rendu compte que ce n'était pas les coûts de l'arbitre qui étaient importants, mais c'était les coûts des conseils, parce que les conseils multiplient les notes, les incidents, etc. Et finalement, c'est sûr que c'est sûrement financièrement intéressant pour les conseils, mais que du coup, ça alourdit considérablement financièrement la procédure. Et c'est cela que l'on veut éviter. Je crois donc qu'il est vraiment important pour l'arbitre d'être attentif au comportement des parties et de les rappeler à l'ordre. Et peut-être un dernier mot, c'est que dans la relation conseil